Bonjour à toutes et à tous, bonjour et merci d'avoir transplané avec nous dans cette nouvelle série de podcasts intitulée C'est quoi le commandeur? Dans ce nouveau podcast, je souhaite vous partager les témoignages de joueuses et de joueurs de différents playgroupes. Quand et comment ils ont commencé à jouer, quels sont leurs decks préférés, ceux qu'ils renient de tout leur cœur, mais aussi quelles sont leurs pratiques au sein de leur groupe de jeu. Voici presque toutes les questions auxquelles je tenterai de répondre. L'épisode précédent, mené par mon fidèle partenaire Nox, était enregistré dans un cadre un peu spécial. Et oui, il y a 2 mois, nous organisions le Secret Lair Story avec d'autres créateurs de contenu, et aujourd'hui, je vous propose enfin le deuxième épisode qui est ressorti de ce week-end de folie. Alors, on détape ses lampes, on pioche, c'est parti. Rebonjour à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans cette série spéciale tournée vers les joueurs de Commander. Je suis Bambichon et aujourd'hui, avec mes deux invités, nous allons vous partager leur vision de ce format que nous aimons tous. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter mes deux invités. D'un côté, nous avons le roi du limité, l'icône française de la mode et de Magic, et l'homme que vous voulez avoir à toutes vos tables de draft, j'ai nommé Leland Palmer. Salut Leland, comment ça va? Salut Bambichon, ça va parfaitement et je suis très content d'être invité pour parler de Commander Multi, ce que j'ai pas souvent fait dans ma vie, donc c'est plutôt une bonne chose et merci encore pour l'invitation. Mais merci à toi d'être présent. De l'autre côté, je vous présente le conteur d'histoire le plus moustachu du multivers, celui qui bercera vos enfants et petits-enfants pour les générations à venir, j'ai nommé Quentin Lamprouge. Salut Quentin, comment ça va? Salut Bambi, salut Leland, ça va très bien, merci de m'accueillir aussi. Salut Quentin. Je suis pas sûr qu'on a encore besoin de vous présenter, mais pour les retardataires et les nouveaux arrivants, est-ce que vous pourriez me faire une petite piqûre de rappel? Alors du coup peut-être en quelques mots, Leland Palmer, ça fait assez longtemps que je joue à Magic, depuis Kamigawa, j'en parle souvent donc maintenant les gens commencent à être plutôt au courant. Et je suis historiquement et encore aujourd'hui un joueur de limité essentiellement. J'ai fait un peu de compétition dans ma vie il y a maintenant 2-3 ans et je me suis maintenant aujourd'hui focalisé plutôt sur la production de contenu sur différentes plateformes. Donc historiquement ça reste les articles de limité sur Magic Corporation, mais vous me trouvez aussi sur plein d'autres choses comme Magic C'est Chic où on produit des vidéos en commun, notamment les masterclass de limité. Et puis de temps en temps je traîne chez Perf Limité également où je draft avec des gens, donc beaucoup de limité. J'essaierai de mettre tous ces articles et toutes ces petites choses là dans la description, mais je suis pas sûr que ça tienne, toute la bibliographie puisse tenir dans une description YouTube. Et donc moi j'ai commencé chez Magic C'est Chic en tant que community manager sur Twitter pour venir enrichir la diffusion de nos contenus. Et au moment où Tony a été appelé vers d'autres plans pour aller sauver d'autres univers, Alvar m'a proposé de prendre la place, comme tu le disais juste avant, de conteur. Et je suis celui qui s'occupe désormais de résumer les histoires pour Magic C'est Chic. Et tu le fais parfaitement bien et j'invite nos auditeurs à aller voir du côté de Magic C'est Chic. Je pense que je mettrai dans la description le dernier fait aux fictions sur Kamigawa, s'il est déjà sorti, on verra bien. On verra comment ça synchronise. Avant de commencer, j'avais envie de vous partager un peu cette bonne ambiance qui règne en tout cas aujourd'hui, hier et peut-être un petit peu demain matin à Villemomble. Pour ceux qui n'ont pas suivi sur Twitter, nous sommes tous les 8 avec Leland, Quentin, Alvar, Nox, Bandy, Tony et moi-même, et Ragen, on n'oublie pas Ragen, dans ce petite maisonnette très sympa. En tout cas on passe un très bon moment et on s'est dit que c'était un très bon moment aussi pour record du podcast. Alors, avant de commencer, j'adore cette question, j'adore poser cette question un peu impertinente, donc je vais vous la poser à tous les deux. Qu'est-ce que c'est pour vous le commandeur? Moi le commandeur c'est marrant, c'est l'inverse du joueur que je suis dans Magic en général. Parce que du coup je suis plutôt un joueur contrôle dans les formats construits de Magic standard, moderne. Et en fait le commandeur c'est vraiment un lieu de créativité, c'est un lieu où je joue des jeux beaucoup plus agressifs que ce que j'ai fait dans tout le reste de mon histoire de Magic. Et du coup c'est une façon de me compléter. Et toi Leland, ça représente quoi pour toi le commandeur? Moi, mon retour, il va être celui d'un joueur avec moins d'expérience. Je me suis mis plus récemment et on en parlera ensemble. Mais le commandeur, je le vois comme un moyen d'expression de ce qu'on est en tant que joueur. Et pour cette raison, je le vois pas mal en opposition avec le compétitif, du moins tel que je l'ai connu, où en compétitif, parfois, tu dois un petit peu suivre la méta. Et moi, j'ai tendance à prendre le meilleur deck à un moment T, alors qu'en commandeur, je pense qu'on peut plus se faire plaisir avec des cartes qu'on aime, des stratégies qu'on aime, et essayer un petit peu de broder autour d'un général qui nous semble cocher toutes ces cases. L'autre aspect que j'aime beaucoup dans le commandeur, et là ça vient aussi peut-être de ce que j'aime en dehors de Magic, c'est l'aspect stratégie-négociation.
Moi, il y a un jeu que j'adore dans la vie, je peux passer des jours entiers à faire ça, c'est le Diplomatie. Je sais pas si c'est un vieux jeu qu'on retrouve un peu parfois, et où c'est beaucoup de tractation, et où c'est important de se faire oublier de temps en temps. Et moi, c'est l'aspect que j'aime beaucoup dans le Commander, c'est le jeu d'acteur. Le côté politique, C'est là où on ça. tire les ficelles, on demande des faveurs. Oui, ou aussi se faire oublier, parfois montrer qu'on n'est pas intéressé, ou faire croire qu'on n'a pas de trucs, etc. Enfin, j'aime bien cette dynamique-là. Mais c'est souvent, dans les parties de Commander, c'est souvent l'underdog, celui qui reste un petit peu derrière, qui garde ses cartes, qui garde ses bonnes interactions au bon moment pour finalement briller en fin de partie quand tout le monde est essoufflé. Merci pour cette vision du Commander. En tout cas, moi, c'est une vision que je partage énormément. J'aime le Commander parce que pour moi, c'est vraiment un endroit où on est là vraiment pour s'exprimer. Enfin, moi, c'est vraiment ce côté expression. Et ce qui est rigolo, c'est que je suis très en comment dire, à l'inverse complet du coup de vous deux. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par le Commander et je m'intéresse de plus en plus à la scène compétitive maintenant. Pas forcément pour y participer, mais parce que j'aime bien jouer un petit peu. J'ai quelques decks modernes, pionnières, et on me prête un deck Legacy de temps en temps, et je m'intéresse du coup à cette scène-là que j'apprécie aussi. Un autre truc que je trouve assez cool dans le Commander, c'est que contrairement au format compétitif, c'est un format où on va piocher autre chose que des staples. Il y a des staples qui existent en Commander, et en fait, moi là, ça fait quelques années que je joue en Commander, et c'est marrant, c'est des cartes que j'ai appris au fur et à mesure à écarter de mes builds, les cartes un peu auto-include, pour aller chercher vraiment des cartes peut-être un peu plus pétées, peut-être un peu moins fortes, mais qui répondent vraiment à l'identité qu'on veut donner au général qu'on choisit, quoi. C'est ça, en compétitif, parfois, les cartes qui sont un peu trop gros billes, un peu trop pas à leur place, on les appelle les cartes mignonnes. C'est souvent un petit peu le terme dégradant qu'on leur donne, parce que c'est vrai, on aimerait bien les jouer, elles font des choses cool, mais si on a un principe de réalité, en 1v1, ça passe pas. Et je suis content qu'il y ait un format qui puisse accueillir ces cartes-là, celles qu'on a envie de jouer, qui sont puissantes, qui étaient un peu trop limites, un peu machin, bah là on puisse leur donner un environnement pour s'exprimer. Ce que j'aime bien dans le Commander, c'est effectivement ces cartes-là qui ont une vraie existence en fait, qui existent vraiment et qui ont le droit d'exister. Je vais vous donner un petit exemple que j'aime bien, c'est le Camille de la Lanterne. C'est un vol pour un, je pense que vous le savez, pour un blanc, pour les auditeurs il sera à l'écran. C'est une carte c'est juste un vol pour un, mais je la joue dans Millicent parce que je suis obligé, il n'y a pas beaucoup de drop 1 et c'est un deck que je veux très agressif. Et du coup, c'est une carte qui existe dans le deck et que du coup, j'apprends à aimer. En plus, j'aime beaucoup l'illustration et du coup, je trouve qu'il y a ce côté un peu pet card qui est assez chouette. Ouais, je peux te comprendre, moi aussi j'ai une sensibilité poussée pour les 1 vol pour 1. Du coup, Liland, pour rebondir sur Kamigawa, tu nous disais que tu avais commencé à Kamigawa. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de tes débuts dans Magic ? Mes débuts, c'est rigolo parce que il y a eu une phase qui a été extrêmement longue, qui était que moi j'ai appris à jouer avec mon petit frère. Et pendant 7 ou 8 ans, genre vraiment pendant 7 ou 8 ans, quasiment sans interruption, je n'ai joué à Magic qu'avec lui. Et à chaque nouveau set, on se prenait une boîte et on construisait un deck chacun à partir de la boîte. Donc par exemple, Lorwyn, il y en avait un qui a fait un deck fée, l'autre qui avait fait un deck elfe, et ça faisait un peu nos 3 prochains mois. Et quand on a commencé, alors c'était les tout débuts de Kamigawa, la fin de 5e aube, donc des jeux un peu au croisement des artefacts et des esprits, donc c'était pas ouf. Mais je pense que notre deck le plus marquant qu'on a construit dès le début, c'était un deck Zubera, où tu essayais de mettre les Zubera, c'est un type de carte qui n'existe plus trop, mais en gros, s'il y a plein de Zubera qui meurent au même moment, ça fait plein d'effets, c'est une carte plutôt exponentielle. Et il y avait un rituel dans l'édition qui permettait pour 4 de sacrifier tous tes esprits pour faire un énorme drain sur l'adversaire. Et donc nous on avait fait un deck pour ça, quoi. Esprit arcane. 5 couleurs du coup, le deck Zubera ? Non, parce qu'on débutait, donc on avait des mana base un peu en carton. Je crois qu'il était Jund, parce que c'était là où étaient les meilleurs Zubera. Déjà au début on avait compris que la Zubera qui faisait gagner des points de vie, c'était pas la meilleure. Et toi Quentin, quand est-ce que tu as commencé Magic ? Moi j'ai commencé en 2009 avec des boosters achetés. Enfin j'avais récupéré les boosters. 2009, ouais, j'avais récupéré les cartes d'un copain dans lesquelles il y avait des cartes incroyables. Gérard Capachon, je sais pas si vous connaissez. Le fameux. Et Paladin Pantarque, c'est possible ? Lui, il a une tête à être une 2-2 pour 3 en blanc qui a la protection contre quelque chose. Non, Ça, c'est le genre de limité qui bon. Et assez vite, du coup, j'ai acheté des boosters à l'époque. Je me suis retrouvé avec des decks avec des trolls à la trick dedans. On en a déjà parlé dans des faits ou fictions. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai fait rien dans Magic.
C'est-à-dire que je suis parti à Paris quasiment dans le même temps, une année après. Et là, j'ai joué dans ma chambre de bonne pendant 3-4 ans avec mon meilleur pote. Mais du coup, on jouait des decks absolument casus. Ensuite, je suis tombé sur le deck Splinter Twin. J'ai voulu aller jouer en magasin. Je me suis fait déchirer avec des gens hyper mal aimables. Vraiment une expérience où je me suis dit, en fait, j'étais bien mieux dans ma chambre. Je retourne dans ma grotte, un petit peu en mode caverne de Platon. Et je suis revenu dans Magic que beaucoup plus tard. Et du coup, je suis revenu par le limité. Et puis voilà, après quasiment dans la foulée, comme j'avais récupéré beaucoup de cartes, c'est là où je me suis dit, mais en fait toutes ces cartes que j'ai pas forcément en x4, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là où le désir de commandeur est arrivé. C'est drôle ton histoire et justement ton allégorie de la caverne derrière, parce que moi c'est aussi un petit peu comme ça que je suis rentré dans le limité. C'est que je jouais avec mon frère, et une fois tous les 3 mois, il y avait un seul truc qu'on faisait en boutique, il y a une seule fois où on sortait de chez nous, c'était pour faire les pré-relays. Et c'était un super truc pour les débutants, on arrivait toujours, on se prenait des 2-2 ou des 1-3, pas des super scores quoi. Mais c'est comme ça qu'on a aimé, on a aimé Magic en dehors de notre chambre, que pour jouer en limité. C'est parce que le limité, il a ce truc assez agréable qu'on vient tous avec les mêmes armes quasiment. C'est ça. Enfin, du coup, le truc le plus important, c'est ton cerveau dans l'histoire. Et parce que l'ouverture, au final, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. On n'en sait rien en arrivant. Et c'est pour ça que ma copine, qui n'est pas une grande joueuse de Magic, c'est les seules raisons aussi pour lesquelles elle se déplace pour faire les pré-releases dont tu parlais. Parce que c'est un moment où tous les niveaux sont bienvenus, en fait. Moi, je sais que les pré-releases, les avant-premières en boutique, c'est des moments que j'apprécie énormément, notamment pour jouer avec les copains, mais aussi pour découvrir, en fait, faire découvrir Magic aussi, tomber avec des joueurs vraiment complètement débutants. Et je me souviendrai toujours d'une AP Ravnica où c'était l'AP Ravnica le premier du troisième, où il y avait un mec qui était complètement débutant et il shuffle son deck, on keep. Et la première carte qu'il joue, c'est un marais, et la deuxième carte qu'il joue, c'est un token zombie. Et je l'ai regardé, j'ai fait, tu sais, t'as pas le droit de jouer ça. Qu'est-ce que t'as fait? C'était très rigolo. Moi, je me suis moqué de lui sur le moment parce que c'était trop inattendu, quoi. Mais ce que j'aime, voilà, c'est ça que j'aime bien. Et puis après, du coup, on a passé genre 10 minutes sur notre ronde à reconstruire son deck, passer un peu de temps pour regarder ce qu'il avait mis, etc. Et c'était un moment assez sympa. C'est des moments que j'aime beaucoup parce que je pense pas être très bon en scellé ou en draft. Mais c'est des moments que j'aime bien parce qu'en général on a 50 minutes pour construire un deck. Moi je suis persuadé qu'au bout de 20 minutes mon deck il est parfait et du coup après dans les 30 minutes d'après je vais faire le tour des joueurs de manière un peu arrogante pour prodiguer mes conseils et je trouve ça toujours des bons moments de partage. C'est toujours des très bons moments les pré-releases. C'est vrai que c'est une bonne manière de progresser en limité, c'est d'utiliser tout le temps qui t'est imparti parce qu'il n'est pas là pour rien. C'est vrai que quand on fait, c'est comme à l'école, si tu fais un exercice 50 minutes en 20, c'est qu'il y a un truc que tu as loupé à un moment. Alors Quentin, tu nous disais tout à l'heure que tu avais énormément de cartes de limité, que tu savais pas quoi faire, et du coup, qu'est-ce que tu as fait avec ces cartes-là? Quel était ton premier deck? Quel était le premier deck Commander que tu as construit? En fait, j'en ai construit 2 en même temps. Cette époque, c'était celle de Dominaria. Et j'avais un copain qui faisait du DC à l'époque et qui jouait Ojutai, un certain Maximilien Khalil qui a fait du contenu sur Magic C'est Chic à une époque. Et j'ai construit en fait côte à côte Ojutai pour faire du DC. Enfin, j'avais pris sa liste, mais pour faire du multi, ce qui était une très mauvaise idée. C'était vraiment très nul comme build. Et j'avais trouvé une carte verte qui traînait dans le fond qui s'appelait Titania. Et en fait, c'est un deck que j'ai fait très nul avec juste un petit peu ce qui me semblait être des staples de vert. Et après, j'ai compris que en fait, Titania, c'était la stratégie la plus forte qui existe à Magic, à savoir les landes. Je crois que tu avais cette analyse aussi du Commander, Leland, et ton premier deck, du coup, c'était peut-être en rapport avec les terrains, je crois. Également parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, je voulais vraiment que mon premier deck me corresponde. Et moi, tu me mets devant n'importe quel jeu, que ce soit Age of Empires, O-Game, ou je sais pas quel jeu j'ai fait dans mon adolescence. Moi, j'étais toujours le farmer. C'est-à-dire, lancer des raids au bout de 5 minutes, c'était pas trop mon truc. Moi, j'aimais bien être celui qui gagne au tour 15. Et donc, je me suis dit, les couleurs, c'est plutôt bleu et vert, quoi. Et j'ai regardé les généraux bleu-vert, j'ai vu Tatiova, on m'a dit que les landes, c'était plutôt fort, effectivement, en Commander Multi.
Et du coup, j'ai fait un Tatiova avec toutes les cartes que j'aime, les Mule Drifter notamment, tout ce qui fait piocher, ou on en parlait lors d'une game hier soir, Traqueuse Infatigable. Ça, c'est vraiment une carte pour moi de Magic ultime, quoi. Et c'est en plus une très bonne carte. Enfin, déjà, c'est une bonne carte en 1 contre 1 et c'est aussi une bonne carte en multijoueur. Comme les parties, comme tu dis, pioncent un peu plus. On a vraiment le temps de faire grossir la traqueuse et de faire une chier d'indices pour faire du card advantage. C'est une bonne carte aussi. C'est une très bonne carte. Ce que je trouve intéressant dans le format Commander, notamment les gens qui viennent d'autres formats et qui viennent dans le Commander, j'ai pas envie de dire ils comme si c'était ces gens-là, mais ces personnes ont tendance à voir ce format au travers du spectre du 1 contre 1 et on se rend vite compte en fait qu'en multijoueur on perd énormément en fait il y a une dimension en fait qu'on perd complètement et tu parlais d'Ojutai tout à l'heure Quentin et Ojutai je sais que c'est un deck très contrôle en duel commander et on se rend vite compte en fait que les counter spells c'est du card disadvantage en permanence qu'on fait du 1 pour 1 pour 0 pour 0 enfin bref on fait on avantage beaucoup plus les deux autres adversaires et du coup qu'est-ce que tu as retenu du coup de cette leçon là est-ce que tu as retenu des leçons du coup de ce build de cette arrivée dans ce format là qui était multijoueur du coup c'est un peu différent? C'est une histoire qui m'a collé aux pattes pendant très longtemps. La liste c'était vraiment une liste de DC que j'avais copiée. Je l'ai essayé une fois, j'étais là mais ça fait rien son truc en fait avec 3 adversaires, donc j'ai commencé à le bouger un petit peu. Ensuite, j'ai changé le général. J'ai pris une carte qui avait été importante à une histoire de ma vie, qui était le Guest de Saint-Traft, et dans lequel j'ai fait une pile de bonnes cartes, et vraiment, ça marchait toujours pas. Ensuite, je me suis dit, ce deck Guest, je vais en faire un jeu plus ou moins avec une thématique enchante. Donc ça, c'est récent. J'imagine que vous voyez très bien le moment. C'est le moment où il y avait Theros, en fait, avec des cartes comme Archon of the Sun Grace. Et en fait, ce deck, j'ai fini tout simplement par le démonter en mode non, ça ne correspond pas et c'est pas ce que je veux faire en multi, des piles de bonnes cartes. En fait, vaut mieux prendre un général intéressant avec quelque chose d'original à faire dessus. En tout cas, moi, c'est ce qui me donne du plaisir. C'est un général où vraiment l'ensemble du deck va tourner autour et pas une bonne carte comme général, ce qui va être un peu plus en fait une vision de DC. Parce qu'en fait, Ojutai, Guest, ça c'est des bons généraux, mais les stratégies autour elles sont somme toute assez limitées et c'est vraiment du coup ce qui anime maintenant toutes mes nouvelles créations de jeux, c'est trouver la petite originalité, essayer de la pousser au maximum. C'est souvent c'est ce qu'on disait au début, hein, c'est souvent ce que les gens vont chercher, hein, c'est de construire un deck vraiment à son image, quoi. C'est quelque chose qui tient en tout cas à cœur aux joueurs de Commander et c'est là je pense où on s'éclate le plus, en tout cas pas faire des piles de bonnes cartes, c'est pas forcément plaisant à jouer. Sauf en moderne. En moderne Commander ça n'existe pas encore. J'ai commencé aussi par du DC, mais c'était vraiment au tout début, genre peut-être il y a 4, 5 ou 6 ans, je sais plus quand ça a commencé, hein. Mais juste après qu'on ait eu les packs Ronéoplasme, Manimar et tout, moi j'avais commencé avec ces decks-là, et j'avais arrêté assez vite parce que moi je m'étais fait une image du DC à l'époque, correspondant à celle du Commander en multi aujourd'hui, et que ça allait être un format un peu plus fun et tout. Et moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui aiment ce format, comme ceux qui aiment le Legacy et tout, mais moi c'est des formats que individuellement je comprends pas l'intérêt, mais pour moi en fait. Je pense que chacun trouve ses intérêts dans différents formats et des gens le limiter, ils n'aiment pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai arrêté le duel, et pendant un temps j'ai un peu assimilé aussi le multi au duel comme ça, mais c'est que récemment que j'ai beaucoup plus intégré les différences entre les deux et que ça n'avait rien à voir. Et du coup, Leland, toi qui est débutant, on va dire, en format Commander, mais qui a quand même maintenant un excellent niveau de Magic en général, je pense. Quels sont tes retours d'expérience du coup sur ce format-là? Qu'est-ce que t'en tires? Qu'est-ce que tu vois dans ce format? En plus de ce que tu nous as raconté. Moi, je retiens de cette expérience qu'en fait, il faut... j'ai pas l'impression que les différences de power level... J'ai suivi toujours un petit peu les débats qu'il y a sur Commander Multi, et je sais qu'il y a un gros débat sur le power level des decks, et moi, mon impression de joueur débutant, c'est que je les trouve pas si importants que ça, ces différences de power level. Que c'est comme... moi, j'aime bien faire la comparaison à nouveau avec le draft. Dans le draft, il y a un effet un petit peu autorégulateur, quoi. S'il y a un archétype qui est plus fort, beaucoup de gens vont aller dessus et les autres vont aller sur les petits archétypes et commencer à avoir des bons decks.
Et mon impression du multi, c'est que, ok, il y a peut-être un joueur qui a commencé par un Sol Ring ou par une Mana Crypt ou en fonction des règles de chacun, tu vois. Mais le joueur qui va prendre ces débuts-là, en fait, il va être autorégulé par le reste de la table. Et ça, c'est un aspect que j'aime bien. Et je comprends aussi quand on me dit que quand les différences de power level sont trop marquées entre les decks, ça se ressent aussi à la table. C'est vrai. Hier, on a fait une partie. Je sentais bien que mon Tatiova, il était un peu débutant par rapport au vôtre, quoi. Mais j'ai pas l'impression non plus que j'ai fait honte à la table et que voilà, etc. Donc, moi j'aime bien cette idée que finalement, il peut aussi y avoir des différences de power level importantes entre les decks, jusqu'à un certain point, tout en pouvant, même moi avec les decks plus faibles, gagner. C'est un aspect que j'aime bien. On en discutait du coup hier soir, et c'est un avis qui est vrai jusqu'à un certain point, à mon avis. C'est-à-dire que je crois plus non plus au niveau de puissance de deck. Je trouve que c'est quelque chose de trop manichéen et trop rigide en fait pour pouvoir vraiment étiqueter un format aussi riche que le Commander. Et je pense que en fait, ce côté régulation, il va se faire jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il y a un moment en fait où il y a un deck autour de la table qui va prendre beaucoup trop d'avance. Il va réussir à aligner des synergies, des petits moteurs à value, ou juste aligner 18 landes au tour 5 par exemple, ou ce genre de bêtises, quoi. Et c'est irrattrapable. Il y a même si on se met à 3 dessus en fait avec des decks moyens, où ça devient très compliqué pour ces decks là en fait de pouvoir juste rattraper en fait la value. Il y a beaucoup de decks en fait qui en Commander, c'est souvent le biais des nouveaux joueurs, mais des nouveaux joueurs, pas des nouveaux joueurs de Commander, mais vraiment des nouveaux joueurs de Magic qui débutent le Commander. C'est de vraiment juste vouloir faire de la value et qui n'ont pas de win-con, qui n'ont pas de finisher en fait dans leur deck, et qui fait que du coup il y a des decks qui vont amasser énormément de value mais qui n'en font rien, et au bout d'un moment en fait ça gagne à la value, c'est-à-dire que les adversaires vont être complètement essoufflés et on peut plus rien faire. Et cette différence de ce rééquilibrage entre guillemets, il va se faire vraiment à certains niveaux, mais il y a un moment en fait où je pense qu'il y a un seuil en fait qui se passe et qui n'est plus rattrapable. Du coup, moi, je vais apporter une réponse qui est complètement différente de la vôtre, parce que du coup, vos réponses, c'est marrant, elles sont très sur les decks. Et moi, le Commander, ce qui change, c'est moi. Par rapport... En fait, quand je suis sur des formats en boutique, donc que ce soit le limité, le draft ou le moderne, qui sont les formats que je pratique en boutique, je vais vraiment pousser la courtoisie à l'extrême. Je vais essayer de faire que ce soit un bon moment, parce que c'est un affrontement. Et en fait, des mauvaises pioches, il y en a pour tout le monde. Des alignements de landes beaucoup trop importants, il y en a pour tout le monde aussi. Et vraiment, en compétitif, j'essaye d'être courtois. Et en fait, le Commander, pour moi, c'est l'occasion d'être le connard. Vraiment, j'ai un plaisir non dissimulé à être celui qui va faire du 1-1 pour qu'on l'attaque pas, et qui va faire un combo immonde au moment où tous les autres, ils ont fini de se développer et qui peuvent pas lui répondre. Ou alors d'être l'agresseur et de mettre la tempo sur la table en attaquant joyeusement, en frappant sur le plus faible, etc. C'est vraiment, je trouve le Commander, c'est ça que j'aime bien, c'est que je peux être celui que je ne suis pas. Ah, c'est étonnant cette théorie selon laquelle on est l'inverse, parce que moi je te dirais effectivement la même chose, mais inversement. Moi en 1v1, j'en ai souvent parlé, hein. Moi mon but c'est vraiment assez vite de temporiser ou de contrôler la game ou une chose comme ça. Et j'avais dit une phrase, je me souviens, qui avait beaucoup marqué Bandit, qui est pas très loin de là où on parle. J'avais dit, moi quand je joue en limité ou en construit, j'ai le goût du sang. C'est-à-dire que je veux vraiment aplatir l'adversaire et faire tout ce qui pourra me permettre d'arriver au bout. Évidemment dans les limites du jeu Magic, quoi. Alors que non, pour moi, c'est très très chill le Commander multi. Vous avez dû voir hier, moi je suis un peu à la cool, parfois je discute un petit peu, etc. J'essaie de pas me faire trop remarquer, parce que je sais aussi que parfois, surtout quand je joue avec mes potes qui jouent à moins à Magic, ils veulent tous me tuer dès le tour 1. Donc j'ai développé plutôt un caractère très, très à la cool, très sympa, très un peu aidant, ou oubliez-moi, tu vois. Mais c'est vrai qu'au fond, je veux quand même gagner, mais pas de la même manière. Je pense que le format Commander, c'est un format qui est très social. De toute façon, dans tous les cas, c'est un format qui est très social, et c'est rigolo que tu dis ça, Quentin, parce que ça me fait penser à ces joueurs de jeux de rôle ou de jeux de rôle grandeur nature qui veulent absolument repousser un petit peu les limites de la sociabilité, et qui veulent du coup explorer un petit peu des territoires que
ils s'interdisent dans la vie de tous les jours ou en société en fait. Et c'est très rigolo. Je vais faire une petite parenthèse du coup sur le grandeur nature que je pratique un petit peu. Et c'est hallucinant de voir en fait tous ces mecs qui sont en armure, qui sont là pour la meule, qui viennent vous casser la gueule, enfin qui viennent vraiment vous casser la gueule, dans les règles de l'art et dans les règles de sécurité bien évidemment, mais... Et qui derrière après en off sont hyper gentils. Si jamais ils vous mettent un coup mal placé, ils arrêtent le jeu tout de suite, ils vous ramassent et tout va bien et ça va et tout, ouais c'est bon, ok, on continue, ouais, vas-y mets-moi plein la gueule, y a pas de souci, vas-y. Et c'est rigolo du coup de voir cette transposition un petit peu de joueurs du coup. Et c'est vrai que je t'ai vu jouer hier Toshiro et bon après on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit et tout, et t'avais vraiment cette espèce de regard vicieux, de regarder un petit peu autour de la table, de se dire qu'est-ce que je vais remove là maintenant avec mon Toshiro, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce trigger de mort que je vais avoir, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et tout. Et c'est vrai que c'est rigolo, enfin c'est rigolo de voir ça, c'est un peu dépaysant on va dire. Il y a un côté vivant parce que le 1v1 est tellement normé par des règles notamment de comportement. Ça veut dire que les normes te tendent à ne quasiment rien dire à ton adversaire en dehors de bonjour, au revoir, bonne partie, que maintenant que tu as un cadre beaucoup plus large, etc., tu peux te défouler. Donc je comprends Quentin qui d'un coup devient le méchant de la table. J'ai un autre parallèle pour moi. Vous connaissez forcément le Marvel Cinematic Universe. Et en fait, il y a ce personnage qui est moi de mes personnages préférés de Marvel, qui est Hulk. Et en fait, Hulk, il a ce côté ultra bourrin, mais c'est aussi celui qui fait le ciment. Et il y a deux choses en fait dans Hulk, c'est-à-dire que dans les films, il le dit ouvertement, j'ai été celui qui permettrait aux autres de se coaliser. Et en même temps, il y a un pendant aussi personnel dans ce choix d'être celui contre qui les autres vont se coaliser. C'est Bruce Banner qui le dit dans une des bandes dessinées qui est écrite par Mark Millar, qui s'appelle Ultimates, que je vous invite à lire. C'est un très très bon comics, où en fait il appelle Betty, et alors qu'il a dit qu'il voulait devenir Hulk pour aider les autres à se coaliser, Betty lui dit « C'est juste que ça me manquait aussi d'être grand et vert. » C'est formidable. Tu vois, ça te manquait un peu d'être le bully de la cour de récré. Exactement. Je vois l'idée. On a squeezé la partie deck préféré. Je sais pas si on peut la faire maintenant. Ouais, non, mais c'est ça. Mais en fait, je sais pas si toi, t'auras forcément un deck préféré ou pas. Ou peut-être dire un deck que t'as aimé jouer quand t'as prêté ou que t'as build. Ah oui, les decks que j'aime beaucoup, c'est les decks du coup, qui mettent beaucoup de diplomatie sur la table. Et tout à l'heure, tu m'as passé ton deck Marchesa, et Marchesa, je la regarde de loin depuis assez longtemps parce que c'est typiquement ça. Moi, c'est vraiment, si jamais j'avais encore un peu plus de temps à passer et plus de decks à construire, j'irais forcément sur ce type de deck-là. Marchesa, ou alors le book Jeskai, là, des tout débuts, qui échange les permanents. Zedru. Voilà, Zedru. Moi, c'est des trucs qui me font bien marrer. Toi, Quentin, est-ce que tu as un deck préféré ? Alors, j'ai un gros problème, c'est que quasiment à chaque extension, je construis un deck. Ce qui fait que là, j'en suis à 24. Et j'ai deux préférés. Quelque part, il y a Paco Aldan qui est un de mes préférés, mais parce que je suis nul quand je joue. Et c'est vraiment, j'ai l'impression que ce deck peut être formidable. Je l'ai buildé en mode partners, mais vraiment, je n'arrive pas. Et quand d'autres personnes le jouent, il fait des trucs formidables. Donc je me dis, bon, je suis un bon deck builder, mais ce deck, j'arrive pas. Donc je le déteste, ce deck, mais du coup, je l'aime énormément aussi. Et non, peut-être mon deck préféré, ça doit être Brina, que j'ai fait très récemment, que j'ai fait pas du tout en mode politique, c'est-à-dire que c'est un deck aggro. Donc j'ai des drop 1, des drop 2, des drop 3, je mets des patates avec, et les autres s'attaquent entre eux, parce qu'en fait ils peuvent piocher, et piocher c'est quand même une des meilleures sensations en commandeur, parce qu'on a très vite l'impression d'avoir des limites dans nos mains. Donc ouais, je crois que Brina, c'est vraiment un jeu dans lequel il y a des Thalia, il y a des Esper Sentinelle, enfin vous voyez ce genre de carte un petit peu sexy ? Je vois très bien, ouais. Un peu j'ai pas envie de dire la poubelle, mais le fourre-tout des cartes qui sont fortes en 1 contre 1, des trucs qu'on aime bien, les petits drops qu'on aime bien, quoi. C'est ça. Moi, si un jour Wizard se met à faire un Secret Lair avec Monopoly et qu'il y a une carte qui permet d'incarner la banque, moi c'est sûr je joue la banque. C'est vraiment mon truc. Qui c'est que tu pourrais jouer pour jouer la banque ? Tu pourrais jouer peut-être Makar, qui fait des trésors gold. Enfin, des tokens gold. Je suis en train de me demander qui c'est que tu pourrais jouer pour jouer à la banque. Mais sachant qu'à la fin, c'est toujours la banque qui gagne. Bah c'est oui, ça le truc. Évidemment. Je suis en train de réfléchir. Qui c'est qui fait beaucoup de trésors ? Comment tu fais beaucoup de trésors ? Et moi, je parle pas forcément de Malcolm. Je parle en fait de... Tu donnes des avantages. En fait, oui. tu donnes des avantages aux adversaires pour que tu en aies plus toi. Ça, c'est important. Ouais, je vois très bien le genre.
Je vois très bien. Les faux deals, quoi. Enfin, les mauvais deals. Bah, les cartes, si tu prends un trésor, j'en gagne 2. Donc typiquement, bah, là, il y en a un nouveau, je pense que je vais faire ça. Un nouveau commandant qui est sorti, là, le commandant blanc-noir de Secret Lair. Je sais plus quel personnage il incarne dans la série, mais c'est un gamin, quand tu arrives en jeu, chaque adversaire peut mettre un jeton indice, et pour chaque adversaire qu'il a fait, toi tu mets autant de jetons indices plus 1 de ton côté. Donc j'aime bien ces cartes qui sont pas totalement égalitaires. T'as un avantage, mais moi j'en ai un encore plus gros. Tu peux le construire avec le général rouge-bleu et mettre Lurus en compagnon. Ça doit être vraiment un jeu horrible, ça. C'est des decks qui sont commencés à être réfléchis en CEDH. C'est des decks très optimisés, du coup tu joues 4 couleurs plus Lurus en compagnon et let's go, c'est parti pour la value, mais c'est... Bon, je suis pas fan des decks où il y a plus de 3 couleurs, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Il y a des cartes il y a quelques cartes comme ça qui existent dans Magic, notamment les Tempting Offer, qui sont assez sympas. C'est vrai. C'est des effets qui sont très sympas aussi dans ce goût-là. Il y a tout le cycle du premier commandeur, quelque chose offering, où tu donnais quelque chose à un adversaire et tu récupères la même chose, et tu donnais quelque chose à un autre adversaire et tu gagnais aussi la même chose. Il y a aussi des petites cartes. Il y a aussi une petite carte qui a pas trop vu de jeu, qui était dans Strixhaven. C'était un artefact pour 4. Et en gros, au début de ton entretien, chaque joueur pourrait faire un trésor et tu pouvais en faire autant. Et en fait, on se rend compte que personne ne le fait jamais en fait. C'est le genre de truc où c'est un peu... je veux pas briser tes rêves, Liland, hein, promis, mais des fois c'est des cartes où les gens se mettent d'accord pour dire non, on lui donne rien. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Pour terminer sur une petite note de légèreté, est-ce que vous auriez des anecdotes, des moments de partie qui vous ont vraiment émerveillé, que vous avez aimé, vous avez ri aux éclats? Quelque chose vraiment qui est marqué dans vos mémoires? Kazurukima, que je joue en mode combo foot chain, où je tue tout le monde tour 3. Ça, c'était vraiment un bon moment. Très bien. Moi, c'est encore trop récent, donc j'ai pas beaucoup d'anecdotes de commandeur multi, mais hier, par exemple, j'ai joué ma traqueuse infatigable que j'aime beaucoup, et alors Quentin s'est mis en tête de me la piquer, et ma sous-quête pendant toute la partie, c'était de la récupérer à un moment, et j'ai eu le droit de faire une prise de contrôle d'une manière un peu intrigante, et alors qu'il y avait plein de bons permanents à récupérer, juste pour mon plaisir personnel, j'ai récupéré ma traqueuse infatigable pour mourir avec elle, parce que je voulais pas qu'elle finisse dans les mains d'un autre. Cette partie qu'on avait fait, c'était un petit peu n'importe quoi. Parce que déjà, c'était le deck d'Alvar, non? C'était le deck d'Alvar qui me l'a piqué. Ah oui, c'était pas Quentin, c'était Alvar. C'était Alvar, sûr. je crois. Ouais. C'était le deck Tassa d'Alvar qui bling des trucs et qui pique, des permanents. Et cette partie, c'était n'importe quoi. Je me souviens aussi d'un moment où il avait joué une acquisition sur toi. Et moi, je l'avais copié cette acquisition pour aller chercher un Avenger of Zendikar que j'ai mis sur mon board parce que je jouais Plume et j'avais 14 landes, je crois, ou 13 terrains sur ce moment-là. Et après, j'avais joué Felidar Gardien que je pouvais blinker, ce qui me permettait de blinker un terrain, du coup, pour avoir des trigger landfall. C'était une partie qui était assez mouvementée. Et en plus, il m'a piqué un terrain, toi, tu m'as piqué mon cachet d'ésotérisme. Enfin, c'était une partie c'était un peu ridicule, cette partie. On a dû bien vérifier nos sleeves après, à la fin. Un petit truc à rajouter, une anecdote, un truc rigolo. Non, je cherchais du coup une vraie anecdote rigolote à part ma réponse de connard, mais mais j'avais plus de... Non, j'ai pas de... J'ai rien qui me vient. Par contre, il y a un truc qui m'échappe depuis tout à l'heure. On n'était pas là pour parler de Kamigawa en fait? Oui, enfin, Kamigawa, ça va 2 secondes, quoi. C'est un set qui intéresse personne. Je crois que c'était un mauvais set en plus. Vous avez fait une vidéo complète pour dire à tout le monde que c'était le set le plus nul de l'histoire de Magic. Meilleur set de l'univers, au moins l'original. Et du coup, ouais, revenons un petit peu quand même sur Kamigawa, sur vos premiers amours. J'ai noté sur ma petite feuille que vous étiez les Meloku et Reiki de Magic Seshi. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Moi, c'est marrant, 2 des derniers decks que j'ai fait sont des decks monocolores qui ont des généraux de Kamigawa originaux, qui sont du coup Toshiro, que tu as évoqué tout à l'heure, qui est un commandant mono noir, et l'autre général que j'ai fait, c'est Kami of the Crescent Moon. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est ce que j'ignorais au moment où j'ai construit ces decks, donc qui était début d'année dernière, époque à laquelle je n'avais pas lu l'histoire de Kamigawa, c'est qu'en fait, ce sont les 2 ennemis qui s'affrontent de manière sous-jacente dans le récit original. C'est-à-dire que à la fois, ils font semblant d'être amis,
mais ils essayent tous les deux de tirer des intérêts l'un de l'autre. Et en fait, Kami of the Crescent Moon, qui s'appelle Moshi, c'est celui qui a organisé la guerre des Kami. Et Toshiro, bon, lui, il s'en fout des guerres, etc. Ce qu'il veut juste, c'est survivre, accumuler du pouvoir. Et ce petit Kami, qui a l'air de rien, il le fait marrer parce qu'il lui ressemble. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, c'est deux personnages qui sont construits vraiment en parallèle et en regard l'un de l'autre. Et quand j'ai construit ces decks, je le savais pas du tout. Et du coup, ça donne vraiment du sens au fait que ce soit mes deux seuls généraux Kamigawa. C'est pour ça qu'avec le nouveau Kamigawa, il y avait quelques généraux intéressants comme Hinata qui m'ont fait de l'œil. Mais j'ai choisi de rien construire. Jolie performance de Cell Control. Ouais, mais le coup, c'est une carte que j'aime bien parce que elle incarne deux choses. Elle incarne un peu le côté pété nul de Kamigawa, dans le sens où elle reprend une des fameuses mécaniques débiles qu'il y avait dans ce premier set. Là, c'était ramener des ordres en main pour faire des effets, un truc à peu près désastreux dans toutes les cartes de Kamigawa, sauf chez Meloku, qui a réussi à en faire un usage suffisamment fort pour qu'elle soit jouée en compétitif. Donc je l'aime bien, puis c'est visuellement une carte qui, je trouve, est magnifique. Et on a retrouvé dans le nouveau Kamigawa pas mal de légendes qui se sont justement inspirées de ses précédentes mécaniques. Et il y en a une qui m'a un peu tapé dans l'œil, qui est pour le coup assez nouvelle dans ce qu'elle propose, et qui parle pour le coup à mon instinct de joueur farmer qui aime bien construire des tours sur du temps, quoi. Et j'ai pensé à Tatsunari. C'est une créature noire, tu sais, c'est la 3-3 pour 3, et quand tu joues des enchants, tu peux mettre une grenouille, cette grenouille elle fait du drain de vie, et ce que j'aime beaucoup avec cette carte là, c'est que tu peux la construire de plein de manières différentes, dans un jeu sacrifice, dans un jeu enchantement, dans un jeu drain de points de vie et des choses à faire. En plus c'est une carte tricolore un peu cachée, donc franchement j'ai envie de faire quelque chose avec elle. Ah ouais, Naruto et Gamakemi, c'est ça, ouais, je connais. Quand ce commandeur avait été... quand cette carte, pardon, moi je parle toujours de... À chaque fois que je vois une créature légendaire, c'est un commandeur potentiel. Mais quand cette créature légendaire avait été spoilée, je l'avais vu effectivement, elle m'avait un peu tapé dans l'œil. Pas forcément pour la build, mais j'aimais bien un petit peu. Et comme tu disais, je réfléchissais à une espèce de build où tu joues une aura, mais c'est des auras où tu peux sacrifier des créatures pour gagner des marqueurs ou gagner des boosts temporaires, des trucs dans le genre. Tu vas tu vas sacrifier la grenouille, rejouer une aura. Je pense qu'il y a une belle place, pour ce petit général, même si ce ne sera pas quelque chose de méga top tier ultra fort, mais je pense qu'il y a un build hyper intéressant à faire avec, ouais. Et en plus tu seras dans la meilleure tricolorité du commandeur multi. Sultai, c'est la meilleure tricolorité, hein, tout le monde le sait. Tu sens qu'avec lui, il y aura toujours 300 listes différentes, entre ceux qui vont miser sur l'aspect sacrifice et ceux qui vont miser sur l'aspect enchantement. Il y aura plein de choses à faire. Ceux qui vont miser sur le fait qu'il colle 6 points, c'est pas rien. 6 points en commandeur, ça fait toujours quelque chose. Après, techniquement, tu ne fais que 3 blessures de commandant, mais ça reste quand même 6 points. C'est vrai, c'est des designs de cartes que j'aime bien, plutôt que d'avoir des généraux où tu regardes la créature légendaire et tu fais « Ouais, ok, j'ai compris le deck. Je sais ce que le deck veut faire, il y aura quelques variations, et c'est tout. » Et c'est marrant, ça me rappelle ce deck recyclage de Ikoria, le deck Jeskai qui était... Gavi. T'as pas une couronne ? Tu étais en train d'essayer de dire des méchancetés sur Gavi, qui est un de mes decks préférés. Merci Alvar pour cette interruption. Oui, c'est un deck qui m'intéressait énormément, parce que j'aimais bien la mécanique de recyclage. C'est une mécanique que j'aime beaucoup, au-delà du limité complètement pété d'Ikoria avec ses fameux archétypes recyclage. C'est une mécanique qui m'intriguait un petit peu et qui est intéressante en commandeur, parce que à mon sens, les cartes qui sont les plus fortes en commandeur, c'est les cartes qui sont les plus modulables et qui ont le plus de flexibilité. Ça permet toujours, comme on joue en singleton, en fait, d'avoir des cartes qui font plein de choses différentes, potentiellement pour des effets, pas pour des coûts plus élevés ou ce genre de choses. Ça reste des cartes qui sont, à mon sens, très fortes. Et le recyclage, du coup, est une capacité que j'aime bien, parce qu'elle permet toujours de jeter quelque chose dont on n'a pas besoin sur le moment, de recycler un terrain parce on a mana flow, de ce genre de choses. Et Gavi, j'aimais vraiment bien cette idée de design. Et le problème de ce deck-là, c'est qu'il y a très peu de variations du deck, parce qu'il y a très peu de cartes, en fait, très peu de bonnes cartes, entre guillemets, qui ont le recyclage en Jeskai, et du coup les listes sont assez linéaires, et tu vas vouloir jouer le truc qui coûte 8 à recycler, mais qui contre un sort pour 0, en plus tu pioches, c'est hyper fort. Tu vas vouloir jouer le truc qui recycle les landes, qui donne cycling pour un rouge à tous tes terrains. Tu vas vouloir jouer le truc qui dit tous tes coups de recyclage valent 0, enfin ce genre de choses, et je trouve ça un peu dommage que du coup ça donne des listes en fait qui sont très linéaires. Le deck est plaisant à jouer, mais je trouve qu'il n'y a pas ce côté, comme on dit, en tout cas c'est le sujet qui est sous-jacent depuis
depuis tout à l'heure, il n'y a pas ce côté personnalité dans le deck en fait. Je trouve qu'il manque ce petit côté genre c'est mon deck. C'est pas c'est mon deck, c'est le deck Jeskai Recycling. Et je pense, mais cependant, moi j'apporterais en nuance une carte qui vient de Kamigawa, dont le nom m'échappe sur le moment, mais qu'on va vous afficher, qui est ce petit Arthos de 1 qui dit que tu peux jouer les cartes que tu as défaussées dans le tour. Et je pense qu'en fait, ponctuellement, on va avoir des petites cartes qui vont arriver comme ça et qui vont pouvoir donner des éclairages différents à ce deck-là, qui effectivement, à cause de la mécanique recyclage et des couleurs, donne quelque chose de très fermé à la base, quoi. Pour finir, interro surprise, s'il ne devait rester qu'une seule carte de Magic, qu'est-ce que ce serait ? Le Snapcaster Mage, ça serait un peu triste, parce que du coup, il aurait plus rien à flashbacker, mais ça reste une de mes cartes préférées de toute l'histoire. Ah, moi je te citerai une carte dans cette gag, Hunter the Dungeon, qui permet de faire une sous-partie, une nouvelle partie, et moi c'est ma vision de la vie, je pense toujours que je veux croire dans le fait qu'il y a toujours quelque chose après la mort ou après la fin, une sorte de renouveau. Et donc je trouve que cette carte-là, ça incarne très bien cette vision-là. C'est ultra poétique. C'est rigolo de se dire qu'il y aura toujours une partie de Magic ailleurs. Une sous-partie sous la table. Parce que Enter the Dungeon, on la joue sous la table, la partie. Après l'Apocalypse, on jouera ça avec des rochers, tu vois. Évidemment. On sera obligé d'avoir nos proxys de Black Lotus, mais gravés sur des cailloux. Le Mental Magic, ce sera une compétition officielle. Évidemment. Alors, est-ce que je peux le faire de mémoire, ça ? Et nous arrivons à la fin de l'émission et c'est le moment du partage. C'est le moment où vous proposez à nos auditeurs une œuvre culturelle qui vous a marqué ces derniers temps. Ça peut être une pièce de théâtre, un film, un plat que vous avez mangé, une bière que vous avez bu, une exposition, n'importe quoi. La parole est à vous. Alors moi, ma seconde passion dans la vie, que j'ai un peu moins explorée ces dernières années, c'est le cinéma. Il y a eu une époque où j'allais beaucoup au cinéma. Et avec le confinement et tout ce qui s'est passé, etc., j'y suis moins allé ces derniers temps et je recommence récemment. Et j'ai eu du coup un choc émotionnel comme j'en ai pas eu depuis assez longtemps devant un film, qui est ici Licorice Pizza, qui est le nouveau film de Paul Thomas Anderson. C'est un réalisateur qui est très reconnu depuis 20 ans, qui a fait des films tels que There Will Be Blood, par exemple. Moi j'aime beaucoup aussi Punch Drunken Love. Et alors Licorice Pizza, c'est une histoire, c'est presque une histoire d'amour entre une fille de 25 ans et un garçon de 18 ans, et dans les années 70. Et évidemment, c'est tout sauf une histoire d'amour assez classique. C'est un petit peu de ils se connaissent, ils se séparent, ils se connaissent, ils se séparent. Et je trouve ça formidable. Il y a une vivacité dans le film, une maîtrise, enfin c'est vraiment impeccable et c'est extrêmement drôle. Il y a beaucoup d'acteurs très connus qui font des mini caméos, mais pas des caméos un peu énervants en mode ils ont embauché Tom Cruise pour faire 2 minutes. Non, vraiment bien interprété et tout. Franchement, une très très belle surprise. Moi j'ai un petit problème, il y a plein de choses dont j'aurais envie de vous parler, Tokyo Revengers, parce que je suis un gros lecteur de bande dessinée de manga, mais en fait je vais parler d'Euphoria, qui est une série qui est télévisée avec Zendaya dans un des deux rôles principaux, qui est une série qui me titillait depuis longtemps, notamment parce que l'artiste Luigi Pekka le cite à plusieurs reprises dans des chansons. Et en fait, vraiment, ça me titillait. On n'arrivait pas à s'y mettre avec ma meuf. Et on a terminé la première saison. Et c'est incroyable à quel point il y a une intensité dans cette série. On avait un petit peu peur en regardant que ce serait un skin bis. Et en fait, il y a des moments de cinéma absolument incroyables dans cette série. Donc, si vous n'y avez pas encore jeté un œil, la 3e saison vient de sortir, donc c'est disponible sur OCS. Mais vraiment, je trouve ça très, très agréablement fait et très intelligemment construit. Je regarderai aussi parce que depuis le temps que tout le monde me le vend, la saison 1 c'était il y a 2-3 ans, un truc comme ça. C'est ça. Et moi j'ai aussi grandi avec Skins, j'avais 17-18 ans quand la série commençait à passer, donc ça m'a beaucoup marqué. Et justement, j'ai pas envie forcément de retrouver ça. Et si tu me dis que c'est différent, forcément, j'allais dépêcher de le voir. Ma meuf me l'a survendu aussi, et maintenant que t'en parles, j'ai le générique de Skins en tête qui était assez fou. Attends que je te rappelle celui de Misfits. Merci pour ça. Il était chouette aussi. Il est trop bien ça. C'est ça. Je pourrais pas le mettre pour les auditeurs, mais on vous fera l'imaginer. Pour ma part, j'essaye toujours de me challenger un petit peu et de vous proposer quelque chose de différent à chaque fois. Je fais des livres, des films, des séries, des jeux vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer un plat. C'est d'ailleurs le plat que je vais vous proposer ce soir, messieurs, parce que c'est moi qui vais faire à manger, en tout cas pour
pour le Secret Lair Story. C'est une recette d'Emeric. Coucou à toi Emeric si tu nous écoutes, je t'aime toujours autant. Ce soir, je vais vous faire du coup une recette d'Emeric qui est du tofu mariné, où en gros l'idée c'est que vous allez prendre des blocs de tofu. Je vais vous donner la recette comme ça vous l'aurez pour chez vous. Vous n'aurez pas les proportions parce que je les ai pas, parce qu'Emeric me les a pas donné. Mais il paraît que la cuisine ça se fait un peu à l'instinct. Vous prenez un bloc de tofu, vous l'égouttez à fond dans un torchon que vous mettez 20 minutes pour bien presser que tout le liquide s'en aille. Ensuite, on fait une petite marinade à base d'huile de tournesol, de sauce soja, de paprika fumé ou de liquid smoke, du mirin et un peu ce qui vous fait kiffer. Moi, c'est l'ail. En tout cas, l'ail pour moi, c'est le meilleur condiment du monde. Mais bon, ça ne se discute pas. Et ensuite, vous faites mariner ça pendant 20-30 minutes. Du coup, ça marine pas très très longtemps. Et après, on fait cuire ça au four. Une fois que ça a cuit au four, 30-45 minutes, je crois. Faut le surveiller quand même pour éviter que ça crame. On l'émiette un peu comme du bon... voilà, vous avez compris. Et l'idée, c'est qu'après, vous pouvez en servir comme substitut de viande hachée, le faire revenir dans des nouilles notamment. En tout cas, c'est ce que je vais faire ce soir. Avec des petits oignons, des légumes, un peu ce que vous voulez. Et à déguster chaud, évidemment. Voilà. Ça devrait être meilleur que la pizza qui tombe sur la route qu'on a mangée hier. Ah oui, j'espère que... Je sais pas si Alvar a pris une photo, mais je pense que je la mettrai à l'écran. Si j'ai pas pris de photo de la mienne, parce que la mienne était ravagée, mais j'essaie de mettre la photo. Oui, pour vous préciser, on s'est fait livrer des pizzas. Et quand on a ouvert la boîte à pizza, toutes les pizzas étaient ramassées sur le côté, comme si elles étaient tombées par terre sur le chemin. Et donc ça faisait des calzones, quoi. Et le pire, c'était celle d'Alvar, parce que comme elles étaient prédécoupées, celle d'Alvar était complètement ouverte au milieu, du coup ça donne l'impression que quelqu'un avait genre mis la main dedans pour prendre tout le milieu. Un grand moment de cuisine, et d'ailleurs Bandy a beaucoup apprécié les pizzas aussi, je crois. Il y a des petits soucis gastriques, le brûlant comme il l'appelle. Et merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker, de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer un billet doux en MP. Si comme nous, vous êtes amoureux de Quentin ou de Leland, retrouvez-les sur Magic C'est Chic ou Contre-Draft. Twitter, Facebook. Ouais, surtout. Et Leland de... OnlyFans. Sur Twitter, c'est... Oui, Twitter, c'est Leland Palmer, MTG. En attendant, on vous souhaite plein de bons top deck et pas trop de maladès. C'était le Pince-Crâne. Bisous. À très vite. Ciao, ciao. Ok, je pense qu'on peut faire un mini test. Du coup, je m'appelle Jean-Paul Gaultier et j'adore l'omelette au fromage. Et toi, Guillaume? Moi, je n'ai aucun lien de parenté avec Jean-Paul Gaultier, même si souvent on me demande comment s'écrit le mot Gaultier. Je peux toujours préciser qu'il y a un H et pas de L. Pas mal. Et toi, Quentin, est-ce que tu moi... as un lien avec Jean-Paul Gaultier? Non, bitch à de cul. Moi, je suis quelqu'un de très vulgaire et vraiment, ce qui me plaît dans la vie, c'est d'être désagréable, de casser les couilles et de me frotter contre les gens dans le métro. Super. Merci à tous.